le sait, les Britanniques affirment, avec le flegme habituel qu'on leur connaît, n'avoir jamais été envahis de leur vie. Pourtant, l'histoire n'est pas aussi manichéenne que cela, car vous vous doutez bien que cela est incorrect. Le Royaume-Uni a bien été occupé 3 fois, à commencer par les Normands de William le Conquérant dès 1066, qui vont faire souche, brièvement par les armées de Louis VIII, qui sera même couronné roi d'Angleterre en 1216, et enfin, certainement la moins connue de toutes, par les soldats de la Révolution française en 1797. Eh bien, c'est de cette dernière dont je vais vous raconter l'histoire, aussi étonnante incroyable. D'abord, comme d'habitude, recontextualisons les faits. Depuis qu'elle a mis fin au régime de la terreur imposé par Maximilien de Robespierre et de ses amis, la France a mis en place une constitution qui organise une rigoureuse séparation des pouvoirs et divise chacun d'entre eux entre plusieurs corps ou individus. C'est le Directoire. Pas plus que son prédécesseur, il n'est reconnu par les autres monarchies qui se sont coalisées afin de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une hérésie institutionnelle. Une coalition qui est d'ailleurs un peu à bout de souffle. Parmi tous ces pays qui ont une sainte horreur de ces révolutionnaires, qui ont osé guillotiner le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette en 1793, laisser mourir en prison Louis XVII, leur plus jeune fils, en 1795, se trouve l'Angleterre, considérée comme l'ennemi héréditaire de la France. Pire, Londres est plus qu'irrité. Voilà que ces satanés froggies ont réussi à importer leur Bloody Revolution et ses idées égalitaristes sur le sol britannique, plus précisément chez les Irlandais. La Société des Irlandais Unis est à cette époque le principal mouvement de rébellion sur cette terre que les Anglais ont commencé à occuper depuis le XIIe siècle. Au fur et à mesure de la Révolution française, cette organisation s'est enfoncée dans la clandestinité. Comme les Français, ils entendent séparer religion et État une fois l'indépendance retrouvée, faire abolir les lois seigneuriales. Afin de contrer les actions du mouvement, principalement catholique, la couronne britannique va créer l'ordre d'Orange, composé de volontaires protestants qui vont mener la vie dure aux rebelles et aux prêtres catholiques qui apportent un soutien à ces derniers. L'affaire va prendre une autre tournure quand le Directoire décide d'apporter son aide aux Irlandais, espérant ainsi créer un autre front qui obligerait les Anglais à bouger leurs troupes. Le plan d'invasion est alors confié au général Lazare Hoche. L'homme est un héros de la Révolution française et n'a pas démérité. De conditions modestes, engagé dans l'armée à l'âge de 16 ans en 1784, on le retrouve parmi la population qui marche sur Versailles 5 ans plus tard. Il va progressivement gagner ses galons d'officier, un à un, et devenir un personnage incontournable, même s'il échappe de peu lui-même au rasoir national en 1793. En août de la même année, il va empêcher les Anglais de s'emparer de Dunkerque et humilie Lord Frederick, duc d'York et d'Albany. Le fils cadet de King George III sera obligé de rendre le siège après un mois de vaines tentatives pour s'emparer de la ville. Malgré ses succès militaires, Lazare Hoche va finir malheureusement par s'attirer l'animosité de Saint-Just, qui arrive à le faire embastiller à la conciergerie sous de fallacieux prétextes. Il en sortira en août 1794, après le renversement de Robespierre, qui lui sauve ainsi sa tête par défaut. Hoche n'est pourtant pas un saint, puisqu'il a plusieurs taches de sang sur son plastron. On lui doit par exemple la pacification forcée de la Vendée en 1796. Mais auréolé de sa gloire, il est très enthousiaste lorsqu'on le nomme pour cette aventure dont on dit qu'il serait aussi un des initiateurs, convaincu par les arguments de Theobald Wolfstone, un protestant irlandais qui est venu demander l'aide au Directoire pour leur rébellion. Ce projet va vite se révéler comme un désastre. Le Directoire a péché par excès de confiance et il n'a même pas tenu compte des éléments météorologiques quelque peu capricieux. Lorsqu'il s'embarque depuis Brest, Hoche a derrière lui 15 000 soldats prêts à débarquer solidement armés dans la baie de Bantry, située dans le comté irlandais de Cork. Hoche reste confiant en dépit de facteurs divers qui en auraient fait reculer plus d'un. Déjà, les troupes recrutées s'avèrent peu fiables et désertent rapidement. La construction des navires de guerre prend du retard, faute de pouvoir payer les employés, et l'escadre supplémentaire qui devait rejoindre Hoche arrive tardivement, après avoir été prise sous le feu de l'ennemi anglois. En moins de 24 heures, entre ordre et contre-ordre, tempête hivernale, la flotte française se disperse le 17 décembre 1796 de manière anarchique quand d'autres vont tout simplement faire naufrage. Ainsi, par exemple, le Séduisant heurte les roches, perd ses 74 canons et ses 680 hommes, tous morts noyés. Et ce n'est que le début. L'arrivée dans la baie de Bantry est tout aussi catastrophique. Un violent orage éclate, endommageant un des fleurons de la flotte française dont il faudra se séparer en le sabordant. Ses restes d'ailleurs reposent toujours dans la baie,
à l'heure actuelle. Le 22 février 1797, une force de 1400 hommes, dont 800 étaient des irréguliers, composés majoritairement de Français, d'Espagnols et d'Irlandais, la plupart d'anciens criminels, sous le commandement de l'Irlando-américain William Tate, arrivent quand même à débarquer dans le petit village portuaire gallois de Fishguard. Il est mal défendu et tout porte à croire qu'il serait facile à prendre, permettant le passage à des troupes françaises plus aguerries. À peine sur le sol, là aussi, plusieurs soldats s'empressent de prendre la poudre d'escampette. Les actions de certains autres vont provoquer une rébellion des paysans locaux, forçant Tate à faire exécuter des soldats de sa bien nommée Légion Noire. Le coup de grâce vient inopinément de la France. Le commandant du navire qui les a acheminés vers Fishguard estime tout simplement que sa mission est terminée, puisque l'Angleterre est donc envahie et s'en retourne tranquillement vers la France. Écœuré, William Tate doit se rendre aux tuniques rouges de Lord Cawdor 48 heures après son débarquement, non sans avoir tiré un coup de feu, avec une armée au paroxysme de l'indiscipline. Lazare Hoche, lui, était revenu entre-temps en France, penaud mais soulagé d'échapper à une défaite qui lui semblait inéluctable, laissant les Irlandais face à leur sort et à la loi martiale que les Anglais s'étaient empressés de déclarer. Tout à ces autres glorioles, l'enfant chéri de la République va pourtant mourir subitement à 29 ans, en 1797, probablement de la tuberculose. Quant à Théobald de Wolfton, on retrouve encore son nom dans la rébellion irlandaise de 1798, qui va aboutir à l'éphémère République de Connaught, fait prisonnier par les Rosbifs, alors que la France venait d'envoyer une nouvelle flotte de 3000 hommes, qui sera stoppée net par la Royal Navy. Wolfton finira par se suicider en prison. Reste William Tate, qui lui va être échangé ultérieurement avec d'autres prisonniers, enfermés avec des officiers français après sa désastreuse aventure de Fishguard. Et c'est la dernière anecdote de notre histoire. 2 d'entre eux vont s'échapper grâce à leur art du French kiss et autres prouesses sexuelles exercées sur 2 Galloises. Une aventure des plus rocambolesques, puisqu'ils vont épouser par la suite leur libératrice, non sans s'être emparés du yacht personnel de Lord Cawdor qui les avait humiliés à Fishguard. C'est donc par l'intermédiaire d'une entrejambe que l'honneur de la France a été vengé. Autant vous dire, bon sang ne saurait mentir.